Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cet amphi pour tous. Effectivement, on va vous parler de Tour de France, mais c'est un prétexte pour faire de la géographie, ce Tour de France. Nous sommes tous les deux géographes. Alors, il y a beaucoup de géographes dans la salle, on les reconnaît, mais pour les autres personnes qui sont peut-être moins familières de la géographie, c'est une discipline qui cherche à comprendre la société, à comprendre les environnements en s'appuyant sur l'analyse relativement fine des territoires à différentes échelles. Et donc ce Tour de France, c'est un très bon prétexte pour comprendre comment des activités, en l'occurrence ici des événements majeurs comme le Tour de France, vont s'adapter à des environnements ici, des environnements de montagne, et comment les différents acteurs des territoires, différentes collectivités territoriales, entreprises, etc., vont s'impliquer, profiter, bénéficier d'un événement tel que le Tour de France. Donc l'entrée que nous allons vous proposer, c'est une double entrée, une entrée à la fois touristique et environnementale, puisque le Tour de France, nous allons le voir, est évidemment vecteur d'un développement touristique important, mais c'est aussi un événement qui pose des questions d'un point de vue environnemental, mais ce n'est pas forcément l'entrée que nous avons choisie, sur le bilan global, le bilan environnemental global, le fameux bilan carbone du Tour de France, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les liens à très grande échelle qu'un événement comme le Tour de France peut tisser, peut avoir avec un certain nombre d'espaces naturels et en particulier des espaces protégés. Merci Camille pour cette brève introduction. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Ça nous change de nos salles de cours et de notre jeudi dernier à Annecy. Pardon, excusez-moi. Donc pour aller dans le sens de ce que disait Camille, j'ai la chance de pouvoir faire cette thèse au sein du laboratoire Editem qui porte sur des aspects beaucoup plus larges, et j'ai aussi la chance de ne pas être financé par ASO, donc l'organisateur du Tour de France, ce qui me permet d'en dire du mal si jamais ils font quelque chose de travers. Rassurez-vous, ce n'est pas l'entrée que j'ai choisie non plus aujourd'hui. Donc il y a ces enjeux territoriaux, des événements qui sont ici part de la promotion et de la transition touristique au XXIe siècle, et aucun événement de grande ampleur, que ce soit le Tour de France, les JO, la Coupe du Monde de foot, tous ceux que vous pouvez connaître, n'est exempt de tout reproche d'un point de vue environnemental. Et ici, je vous propose, avec Camille, d'explorer un petit peu ces enjeux touristiques et environnementaux, avec beaucoup de données qui sont issues de travaux de terrain que j'ai menés durant ces 14-16 derniers mois à peu près, et qui ont été en grande partie financés par le projet EST3, financé par le LABEX SITEM. Alors, dans un premier temps, je vous propose de partir vers le sud. Si j'allume le bazar, c'est vachement mieux. Vers le sud et les Alpes de Haute-Provence, avec le col de la Bonnette. Donc ici, on est juste en lisière du parc national du Mercantour, ici que vous voyez en vert, de ce côté-là. On est sur la photo que vous voyez à droite, ici, aux casernes de Restofond. On a 2550 mètres d'altitude, le jour du passage du Tour, la 19e étape du Tour 2024, entre Embrun et Isola 2000. Et vous voyez une accumulation de véhicules, de voitures, de camping-cars, de vannes aménagées, qui sont installés ici à 2500 mètres d'altitude, ce qui peut aussi poser la question d'une certaine surfréquentation d'un site qui est en lisière d'un parc national, donc un espace protégé qui est très à proximité, et qui, à mon avis, cette photo est très révélatrice des tensions qui peuvent exister entre le tourisme, le surtourisme, tourisme de masse, et l'environnement de manière générale. Donc dans un premier temps, je vais vous exposer ce que sont les enjeux touristiques du Tour, et ensuite Camille viendra un petit peu plus sur les aspects environnementaux, en vous montrant qu'il y a quand même une certaine corrélation entre les deux, vous allez le comprendre assez vite. Dans un premier temps, donc, si ça veut bien marcher, mais je crois qu'il n'a pas envie, voilà, des enjeux touristiques forts, avec finalement le plus souvent un pic de fréquentation annuel ou ponctuel, voire un lanceur de saison, je vous le montrerai très vite, un outil politique de promotion touristique avec des politiques qui découlent du passage du Tour, et
finalement un fragmenteur de séjour. Ça, c'est peut-être pour le côté un peu plus négatif de l'avenue du Tour le jour J. Autre partie du voyage, un peu plus à l'ouest, direction les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, avec deux graphiques, deux figures que j'ai récupérées dans les archives du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, avec les pics de fréquentation, la courbe des nuitées de touristes français et étrangers dans les Hautes-Pyrénées en 2018 et 2019. Qu'est-ce qu'on constate? Très simplement que le Tour de France arrive ici en première, voire en deuxième position, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'échelle. En 2018, le Tour de France autour du 20 juillet et le pic de fréquentation annuel des Hautes-Pyrénées. Bien davantage que durant les vacances de Noël ou que durant les vacances d'hiver, ici. 2019, c'est même encore plus marqué, ici. Encore bien davantage que le week-end du 15 août. C'est quelque chose qui est très assumé par le département des Hautes-Pyrénées. C'est déjà en 1992 et pas en 91, comme le dit le président le directeur de cabinet du président du département des Hautes-Pyrénées, qui dit en 92, quand le Tour passe pas, c'est notre pire saison touristique. Et depuis, le Tour n'a pas fait une seule édition sans passer par les Hautes-Pyrénées, et le département s'en sert pour lancer sa saison touristique. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi plus ponctuellement en Ariège. Je sais qu'il y a un Ariégeois dans la salle, il ne m'en voudra pas de tailler son département. Un samedi d'hiver, sur 5 sites, donc Plateau de Beille, Mijanès et 3 autres, je ne les ai plus en tête, on a environ 18 000 skieurs, donc 18 000 personnes sur les pistes en Ariège. Le Tour de France, avec une arrivée à Foix, c'est 20 000 personnes rien que dans la ville. Donc on n'a pas les chiffres pour les personnes qui sont présentes dans les cols, au bord de la route, dans les descentes, peu importe. Donc ponctuellement, le Tour de France fait venir plus de monde, génère plus de flux touristiques ou quotidien qu'une journée de ski en Ariège. La plupart du temps, dans les territoires de montagne, c'est les finances de l'hiver, donc la notoriété de l'hiver, qui permet, avec les aménagements touristiques qu'on connaît, notamment dans les grandes vallées alpines, à la Plagne pour 2025 par exemple, qui permettent la notoriété et de faire venir encore davantage de monde l'été, et le Tour de France fait partie de cette promotion-là. C'est également un outil, un argument de promotion touristique. Si ça veut bien passer, je vais me mettre dans l'autre sens, parce que visiblement il n'a pas envie de me faire fonctionner comme je veux. Ici, vous avez trois photos et une citation d'entretien. Donc la citation d'entretien va avec Serge Chevalier. Ça va dans le sens de ce que je disais avant, avec la destination ski qui est très importante pour Serge Chevalier que vous voyez à gauche, ou dans la citation d'entretien. Et le Tour de France vient souvent en deuxième partie, en second lieu. C'est hyper important pour une station, notamment dans les Hautes-Alpes, où l'été est quand même une saison qui est très intéressante, avec ici à gauche la marque territoriale au cœur des géants qui est faite à Serre Chevalier, qui se base uniquement sur les trois principaux cols de la vallée autour de Briançon. Donc, le col du Galibier, le Granon et l'Izoard. Donc il y a une certaine déclinaison pour favoriser une transition touristique et qui vise à utiliser le Tour de France pour se vendre et créer finalement une nouvelle destination touristique. Ici, la destination touristique qu'on connaît l'hiver, mais à décliner l'été. Ce qu'on retrouve par la suite, c'est donc une espèce de mimétisme sportif avec des sportifs du dimanche ou plus confirmés qui vont aller se frotter au col du Tour de France. Ici, les trois cols que j'ai cités dans la vallée de Serre Chevalier à Briançon, ou ici dans le massif des Vosges, en Haute-Saône, avec la planche des belles filles, où on a un label Tour de France sur certaines routes, mais avec des panneaux qui sont destinés uniquement à la pratique cyclosportive. Petite anecdote sur la photo de droite. Ici, c'est la route qui mène à la planche des belles filles, donc vers l'arrière. Vous avez un stop qui arrive ici de la route du Ballon de Servance. Avant 2015,
le stop, il est situé en bas de la descente de la planche des Belles-Filles. Et depuis 2015, il est situé sur l'axe qui permet de franchir le col et de passer de l'autre côté dans l'autre vallée. Donc, l'axe principal désormais sur cette route, c'est le cul-de-sac. C'est assez amusant, mais c'est assez révélateur aussi de l'utilisation qui est faite du lieu. Pour aller dans le sens de ce mimétisme sportif, prendre des données qui sont toutes fraîches, qui sont issues d'une enquête que j'ai menée depuis le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, avec le choix touristique d'un lieu qui a été visité par le Tour de France. La plupart des gens à qui on pose la question, donc 750 personnes ont répondu à cette enquête, et ce que vous voyez dans le petit camembert du haut, c'est que 75% d'entre eux ne choisissent pas une destination touristique parce qu'ils l'ont vue dans le Tour de France. Par contre, dans ces 75% de gens qui ne l'ont pas fait, vous en avez à peu près 2/3 qui se disent que ça pourrait être le cas. Et parmi ceux-là, la plupart du temps, ce sont des gens qui pratiquent le cyclisme et qui ont déjà été grimper un col après l'avoir vu dans le Tour de France. Donc, c'est parmi ces 25%-là, ici, vous en avez 76% qui sont allés grimper un col. Donc la plupart du temps, ceux qui choisissent une destination touristique, c'est, en fonction du Tour de France, c'est des gens qui font du vélo. Et parmi ceux qui pourraient choisir une destination touristique, seulement 40% ont déjà grimpé un col du Tour de France. Donc il peut y avoir des gens qui habitent déjà sur place ou qui se sont rendus ponctuellement sans s'arrêter plus d'une ou deux journées sur place. Pour aller dans le sens de la pratique cyclo, il y a un grand événement qui est connu par ici, qui d'ailleurs sur sa version, une de ces deux versions partira de Chambéry en 2025, c'est l'étape du Tour de France, qui s'appelait avant l'étape du Tour. Ils ont racheté l'événement chez ASO, l'organisateur du Tour, pour se l'approprier encore davantage et l'appeler vraiment l'étape du Tour de France, pour qu'il y ait ce mimétisme sportif, qui est aussi un argument de promotion touristique. Alors, il faut savoir que c'est un événement qui prend énormément de place. Ici, dans le cas d'Annemasse, c'est l'étape de 2023, vous avez la moitié de la ville qui est bloquée par 16 500 cyclistes au départ. Et ces 16 500 cyclistes, vous allez les retrouver sur un parcours d'environ 150 km dans tout le Chablais, avec des points spectateurs, des gens qui peuvent littéralement pas sortir de chez eux ou revenir chez eux. Parce qu'il y a 16 000 personnes, mais il y a aussi, en plus des cyclistes, vous avez les familles, il peut y avoir les enfants, les amis. Donc ça brasse énormément de monde, et ce ne sont pas uniquement des gens du coin. Et c'est quelque chose qu'on voit même sur des temporalités plus longues, parce qu'au mois de mai, au mois d'avril, au mois de juin, et ça c'est à Morzine que je l'ai découvert, je le devinais, mais on me l'a confirmé, l'Office de tourisme voit débarquer au printemps des bus de Belges et de Hollandais qui viennent repérer justement ces cols avant de venir les faire sur la cyclosportive. Donc c'est quelque chose finalement de plus en plus fréquent et qui forcément crée une nouvelle clientèle touristique et des pics de fréquentation nouveaux qui n'existaient pas forcément auparavant. Et l'avantage, selon Bruno Robinet de l'Office de tourisme de Morzine, c'est que ces bénéfices touristiques, ils les mesurent sur 2 à 3 ans, jusqu'à ce que finalement ils accueillent à nouveau une étape. Pas forcément l'étape du Tour la cyclo, mais une nouvelle étape qui va leur donner un boost de notoriété et donc attirer de nouvelles personnes, donc de nouveaux touristes. Cela dit, il peut y avoir un risque de discontinuité touristique, et dans le cas de Morzine, c'est assez intéressant. Souvent, quand on part en vacances en France, c'est du samedi au samedi. Donc quand le Tour de France arrive, disons un mercredi, les hôteliers vont être bloqués du mercredi au vendredi, peut-être du mardi au jeudi, et donc ils vont perdre la plupart du temps les touristes du reste de la semaine. Donc il y a cette fragmentation, une baisse sur la semaine, mais une fréquentation le jour J qui est bien plus importante. Maintenant, je vais vous emmener dans le Lot. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur cette figure-là, ici.
qui est issu de l'Agence départementale du tourisme du Lot, avec ce petit point, ce petit pic bleu que vous voyez aux alentours de juillet 2022, donc le bleu foncé c'est juillet 2020, enfin c'est 2022, et ce pic des nuitées sur le secteur de Rocamadour. Donc c'est centré uniquement sur le secteur de Rocamadour, donc on est aux confins du Massif central, côté ouest. Le jour J, vous avez un pic de fréquentation, de nuitées, qui est surtout lié aux journalistes, aux équipes, mais avec une fréquentation qui est assez mitigée directement dans la cité de Rocamadour, qui est un grand site de France, qui est un village très connu, très visité, notamment par des étrangers, avec des restaurateurs qui ne font pas le plein, et ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans le cas d'une arrivée du Tour. L'exemple d'un restaurateur de l'Hospitalet, donc dans la partie est de Rocamadour, on est au niveau du site arrivé, et pas dans la cité touristique. C'est un restaurateur qui prévoit 450 repas, 450 couverts sur la journée. Il en fait 160. D'ordinaire, l'été, il en fait entre 230 et 250. Donc il fait moins qu'une journée habituelle. Mais sur tout le reste de la saison, il est au-dessus de 250. Donc l'effet Tour, il ne se voit pas le jour J, il se voit plus sur la suite de la saison, voire sur la saison qui suit. Et c'est exactement ce qui se passe aussi sur la fréquentation de la cité de Rocamadour. Ici, vous avez le nombre de nuitées, mais ça ne nous dit pas combien de personnes sont venues le jour J. Et la zone de Rocamadour, ce n'est pas uniquement Rocamadour. C'est les villages qu'il y a aussi alentour. Le nombre de visites de la cité, c'est entre 21 et 22 000 par jour en été. Le jour du Tour, on en compte 16 000. Mais c'est aussi 16 000 plus ceux qui sont le long de la route, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le reste de la saison, Rocamadour, plus beau village de France, grand site, haut lieu de pèlerinage, est déjà en situation de surtourisme avec 21 000, mais tout le reste de la saison, il est entre 25 et 27 000. Donc avec une augmentation de la fréquentation qui est forcément difficile à gérer. Et c'est quelque chose qu'on retrouve avec la situation que j'évoquais en introduction. On a une surcharge de personnes sur un site qui n'est pas censé les accueillir. Ici, vous voyez l'accumulation de voitures. Ici, on est dans la prairie. Il y a énormément de gens qui sont venus avec leur toile de tente. Et pas que leur toile de tente, ils ne sont pas là depuis la veille, ils sont là depuis le début de la semaine, pour certains. Une personne m'a dit sur le bord de la route, ici c'est Woodstock. On est à 2500 mètres, mais il me dit c'est Woodstock. Donc tout le monde se débrouille, tout le monde fait un peu comme ça l'arrange. Donc forcément, avec en plus énormément de monde, vous avez un risque d'effet négatif sur l'environnement. C'est une situation de surtourisme qui est fréquente dans le cas des événements sportifs, mais encore plus dans le cas d'un événement mondial. Et c'était sans compter sur la présence d'un fan club d'une équipe professionnelle, ici Lidl Trek, qui était venu avec la sonorisation, les grands micros, les grandes annonces. C'était presque gênant à cette altitude-là, pour tout vous dire. Donc on est à 2500 mètres, ils viennent avec la sono, on est à peu près 1,5 km à vol d'oiseau de la zone cœur du parc national du Mercantour. Donc forcément, il y a des effets qui sont négatifs. C'est la police qui leur a demandé d'enlever la sono et la musique. Donc la question maintenant, c'est comment gérer cette surfréquentation, ce surtourisme, comme le décrit Philippe Duhamel, et qu'est-ce que ça implique dans la mesure où le Tour de France traverse énormément d'espaces protégés. Et ça, Camille va vous en parler davantage. Merci beaucoup. Donc, effectivement, un des enjeux, c'est de comprendre la conciliation et la possibilité d'une conciliation entre des enjeux touristiques et des enjeux environnementaux. Et pour commencer, Antonin suggérait finalement presque une forme de dilatation de l'événement, c'est-à-dire que l'événement n'a pas lieu seulement au moment des quelques semaines du Tour de France ou au moment de la journée d'une étape, par exemple, mais on doit le considérer au moins sur une saison touristique, voire sur toute une année. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Concernant les aspects environnementaux, ce qui est
très intéressant, c'est de voir comment, au lieu d'observer une dilatation, on a plutôt un phénomène de concentration dans l'espace. C'est presque la définition d'un événement, hein, c'est-à-dire qu'un événement, c'est rassemblé sur un temps court et sur un espace bien précis, peu importe, une activité, un moment, ici en l'occurrence un moment sportif, une épreuve sportive. Et donc, une des question qui nous intéresse, nous, géographes, c'est d'insister sur les différentes échelles associées à ces enjeux environnementaux, puisque on pourrait tout à fait considérer, alors on va vous donner quelques éléments, mais que l'approche que l'on pourrait avoir et qui serait peut-être la plus légitime du point de vue du bilan environnemental, ce serait une approche globale en essayant de compter quels sont les effets du Tour de France sur l'environnement, mais un environnement très très général et pas forcément un environnement spatialisé. Alors, il y a des travaux qui sont conduits, d'ailleurs pas forcément beaucoup de travaux scientifiques, mais des enquêtes journalistiques qui vont chiffrer les impacts environnementaux de l'événement. L'organisateur lui-même, ASO, donne des chiffres concernant ces dimensions environnementales. Si les chiffres vous intéressent, globalement, ce qu'on trouve très souvent en quelques clics sur Internet, c'est un événement qui serait passé de 340 000, que je ne me trompe pas dans le chiffre, 340 000 tonnes équivalent CO2 en 2013 à un peu plus de 200 000 tonnes équivalent CO2 en 2021. Donc on voit qu'effectivement, a priori, si on croit les chiffres, on a une réduction très nette de l'impact environnemental d'un événement comme le Tour de France. Ce qu'on ne sait pas, en tout cas ce que je ne sais pas, mais je n'ai peut-être pas suffisamment cherché pour essayer de voir qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière les chiffres, et notamment tout ce qui pourrait rentrer dans le bilan indirect d'un événement comme le Tour de France, eh bien c'est justement la fréquentation touristique, toutes les ressources qui auraient pu être nécessaires à la construction de ceci, de cela, etc. Je ne sais pas si la construction des vélos tout carbone de nos coureurs sont intégrés dans ce bilan environnemental. Pour que vous ayez quelques éléments de comparaison, on sort d'un été olympique. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres du bilan environnemental des Jeux olympiques, mais en tout cas, on trouve des chiffres qui concernent l'objectif qui était fixé et qui est quasiment 10 fois supérieur, à peu près 2 millions de tonnes équivalent CO2 pour un événement comme les JO. Mais pour l'impact, on pourrait dire direct de l'événement JO. Et un autre chiffre, parce que là, moi personnellement, ça ne me parle pas beaucoup, mais pour que ça vous parle peut-être un peu plus, un trajet en avion Paris-New York, ce serait environ une petite tonne de carbone. Alors voilà, c'est une entrée possible à l'échelle globale, à l'échelle de l'événement. Mais les autres entrées qui nous intéressent, ce sont des entrées à des échelles beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, qui vont nous permettre de comprendre comment certains lieux vont être à la fois des hauts lieux sportifs. Antonin a parlé des cols, par exemple. Oui, passer, franchir un col, s'il y a certainement, et on sait qu'il y en a des cyclistes dans la salle, franchir un col, ce n'est pas complètement anodin. C'est-à-dire qu'on l'attend longtemps, etc. C'est la même chose pour les coureurs du Tour de France, évidemment. Donc on a ces points symboliques dans l'espace qui correspondent à des hauts lieux sportifs. Et puis on peut comparer les performances d'une année sur l'autre, d'un coureur à l'autre, etc. Mais qui vont être finalement assez fréquemment également des hauts lieux environnementaux, des hauts lieux de nature, on pourrait dire. Et donc, à ce titre-là, la question, c'est qu'est-ce que produit la rencontre et comment concilier finalement cette rencontre d'un événement sportif et de valeurs environnementales associées et concentrées dans un lieu précis, sachant que cette compatibilité n'est pas forcément assurée. Les géographes travaillent, Antonin l'a montré, sur la base d'observations de terrain très fines. On aime bien regarder des détails, et pas seulement pour raconter des anecdotes, mais parce que souvent ces indices que l'on observe sur les territoires peuvent nous renseigner sur des aspects beaucoup plus fondamentaux finalement. Mais on étudie aussi les discours qui traduisent des volontés, qui traduisent des représentations, qui peuvent traduire des décisions. Et très souvent, on essaie surtout de comprendre les écarts qui peuvent exister entre les discours et la réalité des pratiques qui peuvent se manifester dans les territoires. Alors, quelques aspects, puisque le Tour de France et l'organisateur ASO n'a pas attendu notre conférence pour prendre en compte les enjeux environnementaux et a cherché à établir un certain nombre de bonnes pratiques pour
prendre en compte ces aspects-là. Et donc là, vous avez un extrait de la charte environnementale, de l'éco-responsabilité de l'organisateur ASO, qui reprend finalement les grands principes que l'on connaît très bien si vous êtes un petit peu intéressé aux principes sous-jacents au développement durable, par exemple, ou aux politiques de transition environnementale. Eh bien, on retrouve le principe ERC. Éviter, réduire, compenser. Et donc, ici, dans le document, ASO nous montre concrètement comment on peut éviter, ce qui est mis en place pour éviter des émissions liées à des déplacements motorisés avec des camions, donc un effort sur la logistique. Antonin évoquait l'électrification des déplacements, par exemple. Donc ça, évidemment, ça va bien au-delà du Tour de France, ça rentre dans un mouvement de fond beaucoup plus important. Concernant la réduction, eh bien, il y a aussi un effort qui est fait sur la réduction de la flotte automobile, par exemple, la réduction des déchets. Et puis, pour les logiques de compensation, c'est quand vous contribuez pour planter un arbre ici ou là, etc. Alors, à la fois, on se donne bonne conscience, pas trop si ça a véritablement d'effet, mais en tout cas, il y a aussi cette volonté de compenser les impacts environnementaux de l'événement. Sauf qu'on le sait, justement, le propre de la géographie, c'est qu'on ne peut pas compenser parce que les espaces sont différents. Enfin, on ne peut pas compenser mathématiquement ou automatiquement parce que les espaces sont différents. Alors, un autre argument, c'est de considérer un levier qui peut être un levier extrêmement intéressant, qui est la sensibilisation. Et donc ça, c'est dans le discours de l'organisateur un aspect très fort de dire, oui, certes, l'événement a un impact environnemental, on ne peut pas le nier, et on ne cherche pas à le nier, d'ailleurs, on essaie plutôt de l'évaluer, de le quantifier de la manière la plus fine possible, mais par contre, à travers l'événement, on peut sensibiliser, on peut encourager à. Donc sensibiliser à réduire les déchets ou ne pas jeter ces déchets, donc à un certain nombre d'incivilités, mais on peut plus largement sensibiliser à la pratique du vélo. Donc ça, c'est un autre argument qui est mobilisé, c'est-à-dire que certes, c'est un événement sportif réservé à des coureurs professionnels triés sur le volet, mais au-delà de cet événement sportif, finalement, c'est un événement qui contribue, il faudrait croire presque sur parole l'organisateur, mais qui contribue à la promotion du vélo. Sauf que il y a très probablement des cyclistes dans la salle, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cyclistes professionnels pour autant. Et cette différence importante entre, disons, le vélo du quotidien et le cyclisme professionnel, eh bien, elle est patente ici. Et donc, comment fait ASO ? Eh bien, par exemple, en promouvant un certain nombre d'actions pour encourager à l'apprentissage du vélo et en labellisant un certain nombre de villes, dites villes vélo, qui vont être des villes désignées par l'organisateur et un peu à l'instar des villages fleuris. Vous avez peut-être déjà vu des panneaux ville à vélo avec un vélo, 2 vélos, 3 vélos, 4 vélos et qui récompensent finalement, a priori, de bonnes pratiques, une volonté des pouvoirs publics de promouvoir les déplacements cyclables, etc. On a cette carte-là, on retrouve un certain nombre de villes, mais ce qui peut peut-être vous surprendre, c'est qu'on ne retrouve pas un certain nombre de grandes villes qui pourtant, a priori, font ces efforts pour développer les mobilités cyclables. Et ici, on constate l'absence, j'allais dire l'absence de Marseille, mais ça, c'est peut-être pas très surprenant, mais l'absence de Lyon, de Grenoble, de Strasbourg, par exemple, qui sont des villes où un accent, certains, peut-être insuffisant, ça ce sont des avis qui peuvent être des avis personnels, mais vont être mis. Et surtout, si on le compare avec d'autres données, d'autres, là aussi plutôt des enquêtes journalistiques que des travaux véritablement scientifiques, mais on a d'autres cartographies qui existent concernant cette
prise en compte et ce développement des politiques cyclables dans les villes. Et là, si vous comparez les deux cartes, on constate quand même des écarts extrêmement importants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. On vous répète sans arrêt qu'à chaque fois qu'il est question de labellisation, il faut se méfier, non pas pour voir le mal partout, mais juste pour se méfier et pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ben là, typiquement, c'est encore un très bon exemple pour essayer de déconstruire les processus de labellisation. Si on poursuit un petit peu, cette charte, elle intègre d'autres aspects, puis elle va être quelque part inspirante au sens d'une inspiration par réaction presque de la part d'autres acteurs associatifs qui vont critiquer beaucoup plus fortement un événement comme le Tour de France et qui vont chercher à promouvoir d'autres alternatives qui mettre en avant d'autres valeurs. Vous avez certainement déjà entendu parler du Tour Alternativa, par exemple. Si on change d'échelle, parce que je vous ai promis de changer d'échelle, donc je vais essayer de le faire, et puis Antonin me regarde inquiet en voyant l'heure défiler. Si on s'intéresse de nouveau au discours, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que parmi les responsables d'ASO qui sont en charge assez directement de ces questions environnementales, eh bien, il n'y a aucune volonté de contourner le problème. Au contraire, il y a une volonté de prendre en compte directement, quand je dis le problème, c'est directement la dimension environnementale. Par exemple, en établissant des partenariats avec des associations comme la LPO, qui est mentionnée ici, pour favoriser ou en tout cas limiter les impacts d'un événement comme le Tour sur la faune sauvage. Alors, en cherchant bien, sur le site d'ASO, on peut trouver des pages qui sont assez surprenantes. Par exemple, une page patrimoine naturel. Alors, ce n'est pas la première qui est à l'écran quand vous allez sur le site. Les premières images, ce sont des images sportives, ensuite plutôt des images touristiques. Mais si vous cherchez de manière assez attentive, vous pouvez tomber sur la page patrimoine naturel où on voit comment ASO va chercher à finalement prendre en compte ces espaces naturels protégés. Mais quand on est un peu spécialiste, et j'ai malheureusement cette qualité-là, enfin j'espère l'avoir en tout cas, eh bien, on se rend compte qu'on ne comprend pas véritablement, en tout cas que l'organisateur ne semble pas véritablement avoir compris ce qui se cachait derrière ces politiques environnementales et derrière ces types d'espaces protégés. Avec une association entre Natura 2000 par exemple et un parc national, ici le Mercantour, alors de facto il y a des zones Natura 2000 dans le parc national du Mercantour, mais finalement l'espace réglementaire qui compte le plus, qui compte au sens qui est le plus contraignant, c'est le parc national, ce n'est pas la zone Natura 2000. Alors, ces aspects ont été pointés du doigt dans la presse, soit dans la presse un peu plus écolo, j'allais dire, un peu plus engagée, mais aussi dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, pour insister sur eh bien, cette prise en compte, mais modeste, de l'organisateur, notamment dans le cadre des étapes de montagne qui traversent des espaces protégés. Antonin évoquait le bruit tout à l'heure. Eh bien, un des arguments forts, ça a été de dire faisons moins de bruit et mettons tout en œuvre pour faire moins de bruit. Et donc, on a des associations d'acteurs qui peuvent être un petit peu contradictoires a priori, par exemple entre des parcs nationaux et puis l'organisateur ASO qui vont chercher à construire, mais finalement c'est a priori très bienvenu, à construire des partenariats ou des accords pour adapter à la fois l'événement à l'espace protégé et l'espace protégé, en tout cas sa réglementation, à l'événement. Donc c'est une sorte de double adaptation. Et comment cette adaptation se traduit? Eh bien, très souvent en adaptant finalement les règles en vigueur, par exemple le survol hélicoptère, Antonin en parlait. Alors, il y a des sortes, j'aimerais bien être dans ce genre de réunion pour savoir comment sont établies les règles, comment on décide entre pas du tout d'hélico ou un seul hélico, etc. Il doit y avoir c'est plutôt des psychologues qu'il faudrait ici pour voir quelles sont les stratégies de négociation. Donc on a ces aspects-là. Autre aspect lié à
la forte fréquentation, voire à la surfréquentation, souvent les spécialistes, plutôt les écologues, parlent de capacité de charge des milieux pour évaluer la surfréquentation. Et bien typiquement ici, pour limiter le piétinement, vous avez des zones qui sont délimitées avec des panneaux informatifs pour essayer d'encadrer dans l'espace la fréquentation sur les abords des routes pour éviter que les spectateurs aillent finalement trop loin sur les versants. Vous avez certainement tous déjà vu ce genre de petits panneaux, si vous êtes déjà allé dans des parcs nationaux qui présentent la réglementation. Alors cette réglementation, elle est adaptée à l'occasion de l'événement, on l'a dit, par exemple, en interdisant ou en limitant le bruit, mais on pourrait dire de facto, elle est aussi présente quelles que soient les journées, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la créer spécialement pour l'événement. Ce qui peut être intéressant, c'est la réglementation, par exemple, concernant le bivouac. Je crois que c'est sur la diapo suivante, où le bivouac... C'est celle d'avant. C'est celle d'avant, pardon. Où le bivouac va être autorisé à certaines conditions, c'est-à-dire entre telle heure et telle heure, 9h et 19h, enfin plutôt 19h et 9h, à une certaine distance, au passage une distance temps, en marche, à pied, en randonnée, à partir des limites du parc et à partir surtout des derniers accès automobiles, donc à partir des derniers parkings. C'est-à-dire qu'en théorie, vous n'avez pas le droit de marcher 5 minutes et de planter votre tente à 2 pas du parking. Mais au moment de l'événement, eh bien, il y a une tolérance, donc on pourrait dire que la réglementation est largement assouplie, il y a une tolérance pour permettre le bivouac. Juste à côté, Antonin a parlé des voitures aménagées, etc. Donc ça, on l'observe effectivement quand le tour traverse des espaces protégés. Et donc, vous avez ici, dans le cadre de cette sorte de partenariat ou de charte commune entre ASO et le parc du Mercantour, eh bien, les bonnes pratiques qui sont rappelées, et ce n'est pas un communiqué de presse, mais ça y ressemble, hein, et qui sont reprises et diffusées par la presse. Néanmoins, le jour et au moment même de l'événement, il est quand même difficile d'évaluer si ces règles sont parfaitement maîtrisées et respectées. Si on est un petit peu poil à gratter dans cette histoire, on pourrait se dire, bon, bah, très bien, ASO fait des efforts, met en avant les parcs nationaux, donc ça contribue à sensibiliser aussi par rapport à ce genre de dispositifs qui parfois peuvent être un peu méconnus d'un certain public. Donc une forme d'effort d'un côté, mais de l'autre côté, eh bien, on se dit, bah, pourquoi certaines absences, pourquoi on ne voit pas. Les politiques de protection environnementale, ce sont des politiques qui reposent sur le partage de l'espace, avec des délimitations très strictes, on est dedans, on est dehors, quand on est dedans, on a certaines règles qui s'appliquent, etc. Et bien là, typiquement, sur cette étape, Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes, vous avez donc des cartes classiques qui vous présentent l'étape, mais vous avez beaucoup d'informations topographiques, etc., mais vous n'avez pas les limites du parc national de la Vanoise. C'est-à-dire que le parc n'est pas montré, alors qu'a priori, ce serait relativement facile. Alors avec Antonin, on a cherché d'autres exemples, alors que le parc est directement concerné, parce que le tour franchit le col de l'Iseran, et donc depuis Bonneval-sur-Arc, il est en plein cœur de parc. Alors on pourrait dire, oui, mais bon, de toute manière, c'est une exception, cette route de l'Iseran qui est intégrée dans le parc de la Vanoise, mais bon, là n'est pas trop la question. C'est-à-dire que si il y a une prise en compte spécifique liée à un parc national, eh bien, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit montré. Mais donc dans d'autres cas, eh bien, au contraire, on le voit, le parc. C'est un peu plus tard, on vous montrera des cartes, je suis perdu dans le diapo, où les espaces protégés apparaissent. Des fois, on a juste les parcs naturels régionaux, on n'a pas les parcs nationaux. Bref, on n'a rien compris. On n'a trouvé aucune logique à montrer ou ne pas montrer les parcs nationaux. Ça semble être un petit peu au petit bonheur la chance. Est-ce que c'est le cartographe d'ASO qui a fait le choix? Est-ce que c'est un choix qui vient plus haut dans l'organisation? On n'a pas véritablement ces réponses-là. Puis là, on ne les voit pas non plus. Voilà. Et là, on ne les voit pas non plus, c'est-à-dire que sur d'autres documents qui vous montrent un peu en 3D là,
une partie de l'étape, et notamment l'ascension de l'Isran, bah, là, typiquement, on est presque tout le temps dans le parc, enfin, en tout cas sur la partie supérieure, on ne le voit pas du tout. Alors, vous pourriez me rétorquer, mais oui, mais de toute manière, de manière générale, on ne le voit pas beaucoup, le parc, quand on emprunte le col de l'Isran. Et à certains égards, vous auriez raison, c'est-à-dire que le parc n'est pas très visible pour les automobilistes qui empruntent une telle route. Et au passage, à l'occasion de cette étape, ce qui a été, je suis en train de chercher l'année, mais Antonin, aide-moi s'il te plaît, 2019, j'avais peur de dire une bêtise, ce que l'on a retenu, c'est surtout l'événement, c'est-à-dire l'événement dans l'événement, c'est-à-dire l'interruption de l'étape pour des raisons météorologiques, etc. Donc autrement dit, les questions environnementales, est-ce qu'on est dans le parc ou pas, ce n'était pas du tout la préoccupation. Je te redonne le micro, je poursuis un peu. Non, je poursuis. Donc les conclusions modestes qu'on pourrait tirer par rapport à ces quelques observations, finalement, renvoient à l'ambivalence de l'événement face à l'espace protégé. C'est à la fois un moment qui est très propice à la sensibilisation environnementale, parce qu'on a une concentration, une certaine attention du public, donc un public presque captif, mais les messages liés à cette sensibilisation environnementale restent quand même très très secondaires par rapport aux images sportives et aux enjeux sportifs. Néanmoins, pour les organisateurs, prendre en compte l'existence des espaces protégés, c'est une condition nécessaire à l'organisation de certaines étapes, et en particulier de certaines étapes de montagne. S'il n'y avait pas cette prise en compte, on aurait un certain nombre de cols ou de routes qui ne seraient plus utilisables par l'organisateur pour tracer des Tours de France différents chaque année. Donc les partenariats entre ces acteurs nous questionnent, on n'est pas là pour les juger, mais en tout cas nous questionnent, et surtout on se rend compte qu'ils sont un petit peu à géométrie variable et très différents selon les moments, selon les contextes. Ce qui nous questionne, c'est bien sûr l'effectivité de tels partenariats, et notamment de cette sensibilisation environnementale. Et puis on s'est intéressé à la visibilité. La visibilité pour qui ? Pour les spectateurs, pour les touristes, pour les coureurs eux-mêmes, pour nous, pour vous, ce soir par exemple, c'est-à-dire après, a posteriori, quand on cherche des informations sur le Tour. Donc cet environnement, finalement, c'est véritablement un cadre événementiel qui va jouer sur différents registres de valeurs. C'est une question que j'aime bien poser en cours, donc pour les personnes qui se sentent concernées dans la salle, je vous la poserai très certainement dans les semaines, mois, années à venir. C'est qu'est-ce que l'environnement ? Qu'est-ce que l'environnement pour vous ? Et finalement, c'est une notion qui est extrêmement vaste, extrêmement englobante, et donc qui peut s'avérer très consensuelle, parce que en fonction des points de vue, en fonction des acteurs, on a tous des considérations environnementales, toutes et tous des considérations environnementales. Ici, les valeurs qui vont être associées à l'environnement, on pourrait dire que ce sont d'abord des valeurs paysagères pour certains, que ce soit l'organisateur, les spectateurs, les touristes, parce que c'est pour certaines routes, des routes qui sont soit pittoresques, soit qui vont être dans des paysages, ici des paysages de montagne relativement attrayants, etc. Donc on a une forme de rapport qui serait un rapport quasiment instrumental, quasiment utilitariste à cet environnement. Non pas une instrumentalisation économique ou directement économique, mais par rapport à ces valeurs paysagères qui peuvent être associées. Et à l'inverse, certains acteurs insisteraient sur la valorisation écologique, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques de l'environnement liées aux caractéristiques du milieu, liées aux espèces présentes, à la fragilité des écosystèmes. Donc cette question, la question des particularités territoriales, c'est une question qui est soulevée de manière très prégnante par un événement comme le Tour de France, puisque vous avez des routes qui sont sportivement intéressantes au sein de milieux qui sont vulnérables et parfois qui peuvent être très vulnérables pour ces milieux de montagne. Transmission de témoins. Allez. Pour aller dans le sens de Camille, et on va revenir justement sur ces partenariats, ces discours qui sont faits entre l'organisateur et
et les gestionnaires d'espaces protégés. Ici, le cas du parc national des Cévennes, donc un parc national qui est un peu particulier, puisqu'il est très habité, c'est un des parcs nationaux les plus anciens, où justement le partenariat était affiché en grande pompe dans la presse quotidienne régionale. Le département du Gard, la région Occitanie ont été très investis dans l'avenue du Tour, en haut du mont Aigoual. Et là, la chose qui est assez étonnante, mais finalement pas trop, si vous regardez la carte de l'étape entre le Teil et le mont Aigoual, donc on est dans le Tour 2020, celui qui s'est déroulé au mois de septembre suite à la pandémie de Covid, le parc national des Cévennes apparaît, il est là, il est bien représenté, mais le fait qu'il y ait ce partenariat affiché dans la presse entre ASO et le gestionnaire de parc fait que finalement, s'ils ne le mettent pas, c'est ça peut être mal vu. Voilà. Mais de fait de ce partenariat, on aurait pu se dire que le parc lâcherait du lest, que tout serait facile, qu'on pourrait faire à peu près tout ce qu'on veut dans le parc avec le tour qui arrive. Et en fait, quand on interroge les acteurs locaux, en l'occurrence, je me suis rendu au Vigan, donc on est au pied du Mont Aigoual, côté sud, donc ici, là, au pied du col de la Luzette. Ils m'ont dit justement que le parc avait été toujours aussi rigide, qu'ils n'ont pas fait preuve de souplesse. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a ce partenariat entre l'organisateur et le gestionnaire d'espaces protégés que tout est beaucoup plus simple pour les autres acteurs territoriaux. Voilà, le partenariat qui se fait même donc là sur le site du Mont Aigoual et du parc national des Cévennes, et aussi les trésors des Cévennes. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on trouve sur le parc des Cévennes, sur le site du Tour de France. C'est un peu court, ça vaut pas la presse juste avant, mais voilà, il y a cette considération qui est faite surtout d'un point de vue partenarial pour faciliter finalement l'avenue du Tour dans le territoire. Petite interlude vidéographique, plus personne n'utilise ce mot, mais voilà, pour vous montrer finalement le partenariat qui est assez étonnant ici. Comment trouver l'équilibre entre la protection de la nature et les activités humaines? Une équation souvent difficile que certains ont presque réussi à résoudre. Là, ce qui est assez intéressant sur ce petit film, donc, qui est issu de la retransmission télé de cette étape-là. Donc, vous avez vu le paysage mis en avant, et on ne va pas vous montrer les hélicoptères dans le Tour de France de la biodiversité, mais c'est assez amusant de voir qu'il y a ASO à côté du Muséum national d'histoire naturelle, parce que ce sont deux entités qui n'ont pas du tout les mêmes prérogatives. Et puis même, vous regardez ici, Antargaz, Eurovia, Vinci, la biodiversité un petit peu financée par les entreprises qui font du bétonnage ou de l'exploitation de ressources fossiles, c'est assez cocasse. Pour finalement conclure et faire la synthèse des deux principales thématiques de notre présentation, donc il y a évidemment des différences territoriales et des retombées qui sont à potentiellement quantifier. C'est très difficile de quantifier les retombées véritables du Tour de France, mais aussi il faut réussir à les mettre en perspective. Alors si d'un côté on va avoir une hausse de fréquentation, une valeur ajoutée, c'est un terme qui a été souvent utilisé dans les entretiens que j'ai menés par les acteurs locaux, notamment à Saint-Amarin, dans le cas du Markstein, où le président de la Comcom a dit une plus-value, on a vu énormément de monde, ils n'étaient pas uniquement sur la station du Markstein, et c'est des gens qui reviennent. C'est ça qui est très intéressant pour eux, c'est que les gens reviennent, ils le voient une fois, ils en ont une image positive, ils vont revenir. Et c'est finalement ce que disent les professionnels du tourisme, c'est cette potentialité de touristes qui vont réitérer leur venue. Il y avait un audit de la ville d'Albi, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2010, qui expliquait que pour 1 euro investi, parce que la plupart des collectivités territoriales parlent d'investissement pour une arrivée ou un départ d'étape,
sachant qu'une arrivée, c'est entre 150 et 170 000 euros. C'est entre 1,50 € et 3 € de retombées selon les territoires. Alors, si vous regardez la photo de droite, c'est à Plancher-les-Mines, la retombée, elle est quand même tout à fait mesurable en sens inverse. Plancher-les-Mines, c'est une ancienne commune minière, tout est dans le nom. Donc on est au pied de la Planche des Belles-Filles, dans le département de la Haute-Saône. Et ici à gauche, vous avez l'hôtel du centre, qui est à vendre, qui est fermé depuis 4 ans. Et puis à droite, vous avez aussi une petite maison avec le panneau à vendre. Et celle du milieu avait juste une fenêtre qui n'était pas condamnée ou avec les volets fermés. J'ai toqué, il n'y avait personne. Donc la retombée, elle est un petit peu difficile à voir ici. Alors effectivement, vous avez des vélos qui passent toute la journée, même au mois d'avril, même au mois de mai, sauf que c'est soit des locaux, soit des gens qui ne s'arrêtent pas à Plancher-les-Mines, puisque de toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Vous verriez l'état de la mairie, c'est germinal, et c'est pas moi qui le dis, c'est le maire de la commune. Donc c'est des gens qui vont arriver de Belfort, qui vont arriver de Giromagny, un peu plus au nord, qui vont arriver de l'autre côté du Tillot, côté vosgien, qui vont faire 2 cols, 3 cols, qui vont venir à la Planche des Belles-Filles et qui vont repartir. C'est aussi ça, le risque de la retombée touristique, parce que finalement, vous ne l'avez pas forcément sur votre territoire. Les gens ne dorment pas au sommet du col du Galibier. Ils vont à Briançon, ils vont à Valloire, ou alors, s'ils ont plus les moyens, au col du Lautaret, puisqu'il y a un hôtel. Mais sinon, sur le site en lui-même, la retombée, elle est plus en termes d'image. Et bon, sur le cas de Plancher-les-Mines, l'image, elle est quand même pas très sexy, quoi. Dans le même genre, pour aller dans la continuité, est-ce qu'on peut dire que le Tour est un événement comme les autres? Alors, il y a ces adaptations. Ici, c'est Natura 2000, mais c'est aussi le Parc national des Pyrénées, avec un arrêt de sonorisation de la caravane publicitaire, la lutte contre le piétinement. C'est le panneau qu'avait montré Camille tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qu'on a évoqué sur l'électrification des véhicules, les camions qui sont la plupart du temps en biocarburant. Et il y a ce bureau d'études qui s'appelle Biotop, qui, en gros, explique à ASO ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles limitations de matériel ils doivent avoir pour avoir le droit de passer sur tel ou tel territoire. Et c'est quelque chose qu'on voit sur place, avec finalement des sites emblématiques. Ici, le Puy-de-Dôme, avec juste l'arche d'arrivée. C'est la seule chose qu'ils ont eu le droit de monter en haut, avec un podium. Ils n'ont rien eu le droit de monter d'autres. Vous avez cette petite bande au sol, c'est pas de la peinture, c'est une bande qu'ils ont collée au sol, qu'ils ont enlevée une fois le passage du Tour fait. C'est toujours au Puy-de-Dôme, c'est Louis-Pierre Frileux, un journaliste d'Eurosport, qui a pris cette photo-là. Et c'est quelque chose qu'on revoit ici au col de la Couillole. Toujours, ça c'est cette année, où vous n'avez pas la grande arche avec la petite flamme rouge, vous avez juste un petit panneau et l'espèce de même tapis qui est posé par terre. Et là où souvent le sommet des cols, on a des grandes banderoles avec une arrivée en grande pompe, là au sommet de la cime de la Bonnette, avec une petite publicité pour une équipe féminine qui disparaît ici, la petite pancarte sommet, et c'est le seul élément qu'on retrouve, parce que d'habitude c'est un camion avec la banderole, des pieux plantés au sol, et là ils ne pouvaient pas le faire, donc ils étaient obligés de s'adapter. Donc pour conclure, et on aura explosé le timecode, Camille, on est tous les deux fautifs, c'est évidemment un événement qui est générateur de flux touristiques avec des temporalités qui sont très variables, avec toujours ce problème de fragmentation du séjour touristique, de surfréquentation. Et malgré des efforts sur le plan environnemental, on ne va pas le nier, c'est toujours un petit peu difficile à comprendre. Il y a une cohérence qui est un petit peu difficile à cerner aussi, entre le discours et la pratique de ce qui est fait, entre le discours environnemental de protection et les faits qui, finalement, ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc, et au final, si les retombées paraissent un peu évidentes, c'est difficile à quantifier. Et quand on arrive à les quantifier, ça peut être aussi négatif, comme on l'a vu avec la photo de Plancher-les-Mines. Voilà. Je vous remercie et Camille se joint à moi.